Mon handicap, si on en parlait, présenté par Étienne Delaville. Pour cette nouvelle émission, nous avons le plaisir de recevoir deux mamans qui sont responsables de chantiers éducation. Nous préciserons après le fonctionnement des chantiers éducation. Donc Axel, bonjour. Bonjour. Je crois que vous êtes référente Loire-Atlantique pour les chantiers éducation atypiques. Blandine, bonjour. Bonjour. Référente Loire-Atlantique pour les chantiers éducation. Alors si tout le monde ne connaît pas les chantiers éducation, je précise que ça a été créé par les associations familiales catholiques il y a à peu près 30 ans pour soutenir les parents dans leur mission d'éducateurs de leurs enfants. Un chantier éducation est un lieu d'écoute, d'échange, de partage sur les questions éducatives, par exemple les rivalités entre frères et sœurs, les écrans, l'autonomie, etc. Vous nous préciserez tout à l'heure, je crois, le nombre de chantiers éducation. J'ai vu qu'il y en a à peu près 500 en France. Vous nous direz en Loire-Atlantique combien. Et au niveau national, ça touche à peu près 4500 familles et 15 000 enfants. Alors, on va peut-être commencer par le fonctionnement global d'un chantier éducation. Peut-être comment concrètement fonctionne un chantier éducation? Alors un chantier éducation, c'est un groupe de parents, plutôt des mamans. Il y a des chantiers de papa, mais c'est souvent des mamans qui se réunissent une fois par mois sur l'année scolaire, à raison de 6 à 8 personnes. Et elles prennent un temps, 2 heures par mois, pour discuter d'un sujet qu'elles choisissent ensemble. Donc les sujets sont variés et adaptés au groupe des mamans et de leurs besoins. Par exemple, comment ajuster mon autorité, comment réagir, comment ne pas crier, comment gérer les fins de journée chargées. Et donc, l'idée, c'est de partager son expérience en famille aux autres, dans l'écoute, la bienveillance, et puis de se partager un peu ces petites astuces pour quand on est face à des difficultés, et surtout d'avoir confiance en ses capacités et de donner du sens à ce qu'on fait chaque jour avec nos enfants, toujours voir un peu les valeurs et les buts qu'on poursuit, même si on n'a pas tous les mêmes chemins pour y arriver. C'est important de partager son expérience à ce sujet. J'ai l'impression que les chantiers d'éducation qui ont à peu près une trentaine d'années, finalement, c'est peut-être plus difficile d'être parent aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Donc, ça répond vraiment à un besoin. Oui, il y a un vrai besoin et on constate là, en tout cas en Loire-Atlantique, que l'âge des enfants dont les mamans demandent à participer au chantier sont de plus en plus jeunes. Avant, c'était souvent les mamans avaient souvent des enfants d'âge scolaire, primaire, collège, etc. Et aujourd'hui, on a beaucoup de mamans d'enfants de 0 à 3 ans qui demandent à participer au chantier. Donc ça nous surprend un peu parce qu'on se dit quelles questions on va trouver. Et en fait, elles ont plein de questions. Et elles ont aussi énormément d'informations, en fait, qu'on n'avait pas, nous, forcément, il y a 10 ou 15 ans. Les canaux d'information sont différents. Aujourd'hui, il y a une multitude sur les réseaux, sur toutes les lectures qu'il peut y avoir. Et on les sent un peu perdus pour trouver un cadre, un sens. Et voilà. Elles ont besoin de se poser pour réfléchir. Parce que je vais enfoncer une porte ouverte, mais les mamans ont souvent 2 ou 3 agendas, 2 ou 3 jobs à faire avec des horaires pas possibles. Oui. Mais elles arrivent à trouver le temps parce qu'elles savent que c'est important, en fait, de prendre du temps pour écouter et être écoutées. C'est aussi un temps que souvent, autant que possible, elles prennent en couple avant ou après la réunion de chantier éducation pour discuter avec leur conjoint sur les questions qui se posent et puis se partager un peu ce qui s'est échangé. Alors, on a toujours un souci de confidentialité dans les chantiers, c'est-à-dire qu'on ne raconte pas qui fait quoi, etc. Mais par contre, on peut parfaitement partager il y a une telle dans le chantier qui est, sans donner le prénom, mais qui m'a dit, pour améliorer les repas et que les enfants sortent pas de table tout le temps, c'est sympa de leur donner une petite mission où chacun, des petits tips qu'on peut se partager et qui peuvent nous aider dans le quotidien. Et ça,
après, on peut le partager en famille. Et ça, c'est chouette. Ça ne s'arrête pas à la réunion. Donc, voilà. Il faut aussi souligner que chaque chantier éducation, chaque réunion de chantier, en fait, tourne autour d'une question éducative qui est choisie en début d'année. La responsable et l'animatrice du chantier envoient en amont de la réunion un petit questionnaire sur lequel la maman peut partager avec son mari, son conjoint, pour partager le sujet, comme disait Blandine tout à l'heure, partager le sujet en couple. Et ensuite, le partage se fait entre mamans, dans le cas des chantiers mamans. Et il peut y avoir un débrief ensuite, sans rentrer dans le détail, comme disait Blandine. Mais vu que les sujets concernent la famille, c'est vrai qu'il peut y avoir partage avec son conjoint. Et de même façon, alors on n'en a pas sur Nantes des chantiers éducation papa, mais ça existe en France. Et pareil, le père échange en amont et en aval avec sa femme. Voilà. Parce que finalement, il peut être plus facile peut-être de se livrer dans un chantier d'éducation qu'au sein de la famille, même s'il y a un débriefing après avec le conjoint. Parce que là, la personne ne vous jugera, vous aurez un regard bienveillant des autres personnes. Oui, c'est un des éléments de la charte des chantiers d'éducation qu'on donne au début de l'année pour chaque groupe, c'est de pas être dans le jugement, mais dans un partage d'expérience. Donc l'idée, c'est vraiment de parler en je. Moi, dans cette situation, je fais comme ça. Ce qui permet de ne pas être dans le conseil ou dans le jugement, et que chacune, en fait, repart avec ce qui lui parle, ce qui l'a touché. Et puis, si l'expérience de l'autre maman, elle adhère pas, c'est aucun problème. C'est juste un partage et il n'y a pas d'obligation de suivre ou quoi. C'est là que c'est très enrichissant, en fait. Mais je pense que les enjeux sont plus importants, peut-être plus difficiles qu'il y a une trentaine d'années, parce que finalement, si j'ai bien lu, dans presque tous les départements français ont des chantiers d'éducation, donc ça répond vraiment à une demande croissante des parents. Oui, ça répond à une demande croissante, et c'est aussi pour ça que se développent des chantiers éducation un peu différents des chantiers éducation d'origine. Il y a des chantiers éducation grands-parents qui se développent, pas en Loire-Atlantique, mais en France. Et on a un développement des chantiers éducation atypiques pour les enfants, pour les familles qui ont des enfants avec des handicaps invisibles, de tout type, que ce soit des troubles du spectre autistique, que ce soit du haut potentiel, que ce soit des dys et sous toutes ses formes, dyslexie, dyspraxie et autres. Voilà. Et ces mamans-là, aujourd'hui, même si elles ont 3 agendas et un temps plein par rapport à leur vie personnelle, professionnelle et d'accompagnement de son enfant, aujourd'hui, il y a un vrai besoin que ces mamans-là puissent se retrouver entre mamans qui vivent le même genre de situation et autour d'un thème éducatif, les réponses apportées ou les trucs et astuces partagés ne seront pas tout à fait les mêmes que pour n'importe quel type de chantier éducation. Oui, parce que vous parliez de chantier éducation grands-parents, parce qu'on est souvent grands-parents plus jeunes qu'avant. J'ai vu aussi qu'il y avait des chantiers d'éducation pour les parents de jeunes adolescents. Alors là, c'est un peu l'opposé des 0-3 ans. Oui, après, on essaye un petit peu de constituer les groupes en fonction des âges, parce que les questions ne sont pas tout à fait les mêmes. Et donc, les mamans aiment bien se retrouver avec les mêmes types de problématiques. Et dans les chantiers atypiques, notamment, c'est très important pour les mamans pour être en confiance et pouvoir confier des choses qui peuvent être lourdes par rapport au handicap invisible de leurs enfants. Elles ne peuvent pas forcément en parler à la sortie de l'école ou avec n'importe quelle maman qui ne sait pas ce qui se passe à la maison, parce que souvent, comme c'est des handicaps invisibles, c'est des difficultés qui ne se voient pas au premier abord.
Et c'est très précieux de ne pas être seul, en fait, et de prendre ce temps pour se retrouver et partager des choses qu'on ne peut pas partager à d'autres, en fait. Par peur d'être incomprise ou parce que ça nous semble complètement fou, ce qu'on vit. Et du coup, là, de voir que d'autres vivent la même chose, en fait, ça n'a pas de prix. C'est un vrai soutien. Parce que les études considèrent généralement qu'il y a 5-6 millions de personnes en France qui ont des handicaps, donc 80% sont invisibles, comme le spectre autistique par exemple. La personne qui était dans ce studio la semaine dernière donnait l'exemple de quelqu'un où le handicap est invisible, et quand elle prend une place handicapée dans le bus, les gens la regardent avec un regard sévère, ne comprenant pas qu'elle prenne une place handicapée. Donc c'est vrai que le regard des autres n'est pas toujours facile à soutenir. Oui, c'est un des thèmes qu'on a abordé d'ailleurs en chantier éducation. Comment gérer le regard des autres en famille, à l'extérieur. Comment accepter le regard des autres. Et puis, je crois qu'Axel, tu avais eu une expérience par rapport à justement... au handicap invisible et aux réflexions des gens. Oui, ça nous est arrivé dans une file d'attente de caisse prioritaire de supermarché. Et en effet, on a eu des réflexions par rapport à mon fils qui a l'air tout à fait, on va dire, complètement normal. Et en fait, ne comprenant pas pourquoi on était dans la file d'attente de la caisse prioritaire, jusqu'au moment où il a sorti sa carte de priorité, puisque il l'a obtenue suite à un dossier qui a été fait auprès de la MDPH. Et voilà. Mais c'est vrai que l'accueillir le regard de l'autre, ça a été un thème qu'on a abordé l'année dernière, puisque il faut se confronter et accepter le regard de l'autre. Et c'est vrai que partager ça en groupe de 6 à 8, puisque nous sommes 7 sur le chantier de Nantes et un deuxième s'ouvre dans la périphérie de Nantes, c'est vrai qu'on se partage des trucs et astuces et on se sent moins seul par rapport à ce type de situation qu'on peut vivre au quotidien. Alors vous parliez justement des files d'attente dans les caisses de supermarchés. Il me semble qu'il y a une chaîne de supermarchés qui est pilote par rapport à l'autisme, qui propose certains jours par semaine à certaines heures moins de lumière, moins de son, et on s'aperçoit finalement que les gens qui viennent à ce moment-là dans le supermarché dépassent largement le cadre des personnes touchées par l'autisme. C'est vrai que c'est un sujet qui est de plus en plus abordé, que ce soit sur les réseaux, dans la presse ou par des actes au quotidien. Aujourd'hui, c'est vrai que les chantiers éducation atypiques répondent vraiment à une attente des familles dont 1, 2 ou 3 enfants sont concernés par le handicap invisible. Et c'est vrai que c'est un vrai lieu d'écoute et de partage, aussi bien de bonnes astuces que... on a l'habitude de commencer nos chantiers éducation par un tour de table un peu météo du moment. Et c'est vrai que voilà, c'est un temps important, comme disait Blandine tout à l'heure, parce que les mamans arrivent avec des choses à partager, à confier, des moments heureux, des moments un peu plus difficiles. Et on fait ce tour de table avant d'aborder le questionnaire, puisque le but quand même, c'est de rester un chantier éducation avec sa colonne vertébrale. Et donc voilà, on se voit aussi, on a une fréquence de réunions un peu plus faible. Voilà, on a une fréquence de rendez-vous, de réunions qui est plus limitée par rapport à des chantiers d'éducation standard, puisque nous, on se voit, en gros, on se voit une fois entre chaque vacances scolaires, au lieu de se voir une fois par mois, notamment par rapport aux agendas de rendez-vous médicaux et autres qui peuvent être un peu plus lourds. Oui, puis j'imagine qu'au-delà du thème du chantier éducation, avec vous tissez des relations amicales et vous voyez en dehors des réunions des chantiers éducation.
Alors, on a rajouté 1 ou 2 réunions cette année sans thème pour justement partager un moment un peu plus convivial et on va dire un peu plus libre, sans avoir un thème bien particulier à aborder. Ça avait été une demande. On fait, au niveau des chantiers éducation, on fait toujours un bilan en fin d'année. Et en fin d'année dernière, ça avait été une demande des participantes. Donc on l'a déjà mis en place. On en a fait une en septembre où il n'y avait pas de thème. C'était un peu le débrief de l'été avec ses joies et ses moments un peu plus compliqués. Et voilà, ça n'empêche que même pendant ces moments-là, il y a des trucs et astuces qui se partagent. Voilà. Et puis après, au mois de novembre, on s'est vu sur un thème éducatif. Et voilà, on va essayer cette année, et on l'a déjà commencé, de mettre des moments sans thème. Parce qu'on sent qu'on a un énorme besoin de partage et qu'en fait, c'est pour beaucoup de mamans le seul lieu où elles trouvent vraiment des personnes qui vivent la même chose. Alors la même chose, pas forcément au même moment, mais parce qu'on a toutes des hauts et des bas dans l'année, forcément. Mais en tout cas, les mêmes problématiques au niveau scolaire, au niveau de la fatigue des enfants, au niveau de notre fatigue à nous, les relations dans la fratrie qui sont quand même des questions différentes, à la fois qui sont les mêmes et qui sont différentes de celles qu'on trouve dans les familles où il n'y a pas d'enfants avec un handicap. Et tous ces thèmes-là, mais c'est vrai qu'on ne peut pas forcément en parler ailleurs, finalement. Même dans notre propre famille, ce n'est pas toujours évident. Et du coup, c'est vrai que parfois, dans notre réunion, le tour de table de la météo dure un petit peu longtemps. Et c'est là où on sent le besoin d'avoir des temps juste de partage, sans forcément aborder un thème et travailler entre guillemets, mais travailler sur un thème éducatif. Dernière fois, on a parlé de l'autonomie, ce qui était un gros sujet pour nos enfants. Mais voilà, on a aussi besoin de moments juste de partage et d'écoute. J'ai vu là sur le site Chantier Éducation, il y avait une formule qui résumait assez bien finalement, c'était rompre l'isolement et se sentir moins démuni. Oui, c'est assez bien résumé. Même si nous, à Nantes, on ne peut pas dire qu'on soit isolé, mais c'est vrai qu'il y a... Pour avoir rencontré les référentes nationales, il y a des régions en fait en France où on peut réellement parler d'isolement. C'est-à-dire qu'il y a des mamans qui font 3/4 d'heure de route pour aller à leur chantier éducation. Enfin, c'est encore... Ouais, il y a vraiment un isolement des parents qui peut être différent selon les régions. Par rapport au handicap invisible, effectivement, on peut se sentir isolé. Et c'est vraiment le lieu, en tout cas que moi j'ai trouvé pour rencontrer des personnes qui ont vraiment les mêmes problématiques au quotidien. Et puis il y a une forme de... On se rassure aussi sur ce qu'on vit. Non, on n'est pas complètement fous. Ça vient pas de nous. On n'est pas... on se déculpabilise un peu, en fait, quelque part de certaines situations et de voir qu'on fait ce qu'on peut et que les autres sont dans la même situation. Il y a un côté rassurant et moins... il y a moins de pression, en fait, sur les attentes parce qu'on sait qu'on est face à des situations qui sont complexes et je trouve que c'est assez apaisant aussi. Puis vous savez que les personnes qui sont là, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ont un regard bienveillant et ne sont pas là pour vous juger. Tout à fait. Donc ça, c'est important. Ouais. C'est essentiel. On a le même objectif en venant, c'est-à-dire de ne pas être seul. C'est-à-dire que pour un aidant d'enfants avec un handicap invisible ou de plusieurs enfants avec handicap invisible, c'est nécessaire de ne pas être seul. Il y a pas mal de propositions qui existent à Nantes, soit de groupes de partage de parents, soit d'accompagnement par différents organismes, voilà. Mais c'est vrai que, et c'est ce qui nous avait poussé à démarrer une année le chantier, même si on n'était que 3 ou 4. Au fur et à mesure de l'année, il a grossi, on a fini à 7 et aujourd'hui, il a son rythme de croisière. On a des nouvelles demandes.
on est en train de se poser la question d'en créer probablement un deuxième sur Nantes l'année prochaine. Et il y en a un deuxième qui s'est ouvert en périphérie de Nantes en début d'année, là. L'objectif de ces groupes de partage, comme un chantier éducation atypique, c'est que le proche aidant soit pas seul, en fait. Que la maman qui pense que c'est son job d'élever son enfant, en fait, puisse aborder les situations qui sont les mêmes, mais différentes, comme Blandine disait tout à l'heure, avec d'autres mamans, en partageant des trucs et astuces, et en étant écoutée et en pouvant s'exprimer tout à fait librement et en toute confidentialité. Donc c'est précieux. C'est précieux, en fait, de trouver, on va dire, le lieu qui permet aux mamans et, j'ai envie de dire, aux papas aussi, mais de pouvoir trouver un endroit pour échanger, être entendu, être écouté, et puis se sentir moins seul. En fait, la solitude c'est facile, la solitude, dans ce cas-là. Parce qu'on se dit, il n'y a que chez moi que c'est comme ça, et c'est probablement un peu de ma faute. Mais non, en fait, il faut surtout pas, on a un conseil à donner avec Blandine, c'est surtout pas rester seul. Je rappelle que nous sommes dans l'émission Mon handicap, si on en parlait, et que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui 2 mamans, Axel et Blandine, responsables de chantier éducation. Alors, il y a un sujet qui doit revenir assez souvent, c'est l'addiction aux écrans. J'imagine qu'on voit même maintenant certains pays qui vont interdire aux moins de 16 ans la consultation des écrans. Ça doit être un gros sujet de discussion où la réponse n'est pas évidente. C'est notre prochain sujet pour notre réunion de février. On l'avait déjà abordé il y a 2 ans et on va le réaborder puisque les enfants ont grandi. Donc on pourra vous en dire plus après. Et si vous avez des trucs et astuces merveilleux, on est preneuse. Ouais, ça c'est un sujet qui touche pas que les mamans d'enfants atypiques. C'est un vrai sujet qui revient beaucoup dans les chantiers éducation. Qui touche les enfants, qui touche aussi les adultes. Et c'est énormément de questions pour les parents qui sont en fait assez dépassés parce que nous, on n'est pas nés avec ça dans les mains et eux sont nés avec ça pratiquement dans les mains. Et parfois, ils vont plus vite que nous. Et c'est des choses qui peuvent faire peur et en même temps, il faut vivre avec son temps. Et c'est là où il y a tout un équilibre à trouver et où... parfois, c'est assez chouette de voir comment font les autres, qu'est-ce qu'ils ont mis en place. Et puis, après, se faire sa propre opinion et choisir ce qu'on a envie de faire chez soi. Mais j'ai accompagné, en fait, en tant que référente, on accompagne les chantiers de la région. Et je suis allée à une réunion où c'était une des questions. Et j'ai appris des choses assez extraordinaires, des mamans qui... essayent les applications où vont mettre leurs enfants, leurs enfants leur demandent je peux installer telle application sur mon téléphone et en fait elles savent pas ce que c'est, elles la testent pour se dire mais en fait à quoi il a accès, qu'est-ce qu'il fait, quel est le risque ou pas, et c'est ok ou c'est pas ok. Et je n'avais pas pensé du tout moi à faire ça et je me suis dit tiens ça c'est chouette en fait cette idée. Voilà, et après, il y en a, c'est 0, rien. D'autres, c'est beaucoup plus large. Et après, il n'y a pas de jugement. C'est juste chacune fait en fonction de ce qu'elle entend. Mais c'est intéressant d'entendre comment font les autres et pourquoi. Et surtout, dans quel but. Parce que l'idée, c'est de donner du sens à ce qu'on fait en termes d'éducation. Et de savoir chaque jour pourquoi est-ce que je fais ça. Pourquoi est-ce que je pose cette règle. Se poser cette question, c'est aussi tenir sur la durée et être constant pour nos enfants et leur donner un cadre sécurisant finalement. Et finalement, on se pose pas souvent pour se poser cette question. Pourquoi je fais ça ? Pourquoi je suis... non, on fera pas ça chez nous, mais en fait, pourquoi ? Et ça, je trouve ça très intéressant dans les chantiers éducation de se demander mais vers quel but... Enfin, qu'est-ce que je cherche dans cette façon de faire. Et je trouve que le fait de donner du sens, ça aide à tenir sur la durée. Et c'est aussi vrai pour les
les enfants atypiques qui ont particulièrement besoin de sécurité. Et si une maman ou un papa qui nous écoute souhaite rejoindre un chantier d'éducation atypique, il va sur le site des AFC ou comment ça se passe? Sur le site des AFC, il y a un canal là, pour demander à rejoindre un chantier. Donc on peut écrire. Et après, moi et une autre référente, on les reçoit et après on fait le tri. En fait, on rappelle les gens, on leur répond pour essayer de cibler un petit peu leurs besoins. Parce que c'est un chantier classique. Soit effectivement il y a une demande particulière pour un chantier atypique et on le gère aussi, il n'y a pas de souci, on rappelle. Et puis on est deux avec Axel à pouvoir répondre à ces questions-là. Et les mamans qui sont dans le chantier atypique sont là depuis plusieurs années ou est-ce qu'il y a un turnover? Le groupe actuel est ensemble depuis, on va dire, 2 ans. Le chantier atypique sur Nantes existe depuis quelques années, mais il y a des renouvellements. Il y a des phases. En fait, on accueille des nouvelles mamans. Il y en a qui arrêtent en fonction de leur emploi du temps, tout ça. Et c'est vrai que là, c'est la 2e année où on est le même groupe. Mais voilà, après, chaque fin d'année, on fait un bilan, comme disait Axel, et on se remet un petit peu en question de savoir est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête, est-ce que ça permet d'accueillir des nouvelles mamans, est-ce que si on ouvre un 2e chantier, est-ce qu'il faut rediviser le groupe pour remélanger un petit peu en fonction peut-être des âges, des atypies, on ne sait pas. Voilà, c'est ouvert, il n'y a pas de... Écoutez, merci beaucoup Axel, merci beaucoup Blandine d'être venue, d'avoir parlé avec autant de cœur sur un sujet délicat. Donc nos auditeurs ont compris que s'ils sont intéressés par un chantier d'éducation, le site des AFC est très complet. Et j'ai repéré sur le site une petite brochure qui peut aider, publiée par les AFC, 12 questions à se poser avant de crier sur ses enfants. Si vous avez peut-être d'autres documents ou d'autres brochures, je pense que le site des AFC est très complet. Oui, on a un tract spécial, un flyer, chantier éducation. Parents, avez-vous toutes les clés en main? Et voilà, c'est une invitation à participer au chantier et à les rejoindre pour partager avec d'autres parents. Il ne faut pas hésiter à contacter les AFC pour rejoindre les chantiers. Merci beaucoup Axel et Blandine et merci de votre témoignage. À bientôt, toujours fidèle.